Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Non, Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak. Parce que le peuple, c'est le boss et Macron, c'est l'employé. Tous ces crétins de salariés, ces crétins de salariés, dans leur bulletin de paye, on enlève les cotisations sociales. Et ces cotisations sociales, elles payent mon âge. On est des humains. C'est ça qu'on est, hein? On est des humains. Vas-y, dis-le, Louis. Nous sommes en guerre. Waouh, 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 waouh. Waouh, ma Corée, quoi, ma Corée. Les sirènes, les bombardements, les morts, quelquefois de façon atroce, mais est-ce que toute mort n'est pas toute mort inopinée, toute mort de guerre, toute mort n'est pas atroce? En tout cas, ça continue encore et encore. Israël, Gaza, le Liban, la frontière nord, etc., etc. On va en parler. Et on va en parler d'abord avec quelqu'un qui est un ancien légionnaire, qui dirige des sociétés de sécurité et qui nous a appelés pour nous dire, écoutez, moi j'ai des choses à dire sur la manière dont tout ça s'est passé, et Dieu sait s'il y a encore des zones d'ombre sur cette attaque du Hamas de samedi dernier, et la riposte et tout ce qui s'est passé, pour le meilleur et surtout pour le pire. On va en parler, il a des choses à dire et des choses très précises, un homme d'expérience. Et puis, nous allons parler de cette plainte déposée par le professeur Christian Perron, l'infectiologue Christian Perron, qui est effectivement un des grands experts infectiologues, qui a été 15 ans directeur de l'hôpital Pompidou. Nous allons parler de la plainte que lui, avec le journal France Soir, avec effectivement d'autres composantes, a déposé contre le ministre Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé, pour ses propos il y a quelques jours. On vous en a parlé déjà, on va vous en reparler. Et pourquoi ils ont déposé plainte? On va en parler, c'est évidemment lié à tout ce qui se passe avec les effets secondaires et les effets indésirables. Et puis évidemment, la polémique entre Thierry Breton et Elon Musk, entre le commissaire européen et X Twitter, se poursuit. Aussi polémique assez bizarre quand on parle de liberté d'expression. Et enfin, nous allons recevoir une journaliste qui a fait un livre passionnant et très intéressant sur les conjonctions, les connexions entre woke et islamisme. Vous allez dire, mais quel rapport entre woke et islamisme? Eh bien, il y en a. Et beaucoup plus qu'on ne croit. À tout de suite. Porte plainte aujourd'hui contre Aurélien Rousseau. Et qui? Eh bien, notamment un certain professeur que vous connaissez bien, qui s'appelle Christian Perron. À tout de suite. Sud Radio, André Berkov. Ça balance pas mal. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Et moi je suis encore au Moyen-Âge, avec mon masque sur le visage. Passe aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, chez nous, en douce France, les ministres de la Santé se suivent et un peu se ressemblent, il faut bien le dire quand même, que ce soit Buzyn, Véran, puis beaucoup d'autres, et puis Aurélien Rousseau. Alors, Aurélien Rousseau est visé par une plainte à la Cour de justice de la République, puisqu'il est ministre. C'est la Cour de justice qui décide. Par qui? Par le professeur Perron et Xavier Azalbert, le directeur de la rédaction de France Soir. Donc, ont déposé une plainte suite à ces déclarations controversées sur France Inter. On en a parlé ici dans Berkov dans tous ces états. Écoutez ce que disait Aurélien Rousseau sur France Inter. On a un vaccin qui est plus efficace, il est plus efficace que celui de l'an dernier, il correspond parfaitement aux souches, voilà, et on a un vaccin dont maintenant on a 3 ans de recul, on sait qu'on n'a pas d'effet secondaire, et donc il faut y aller, et par ailleurs on est dans un climat global où j'espère qu'on arrive à porter sur papillomavirus, sur la bronchiolite, sur le Covid, sur la grippe, il y a une dynamique où moi je veux montrer que la prévention, la vaccination, c'est le progrès. Et que ça marche. Alors, professeur Christian Perron, bonjour. Bonjour.
Alors dites-moi, vous n'êtes pas convaincu, j'ai l'impression, par les propos de ministre Aurélien Rousseau quand il dit que c'est un vaccin le plus sûr, le plus efficace, qu'il n'y a pas d'effet secondaire, que ça s'applique pour la bronchiolite, etc., etc. Vous ne m'avez pas eu l'air convaincu, Christian Perron. Non, il a eu du mal à me convaincre, je suis désolé pour lui. Et là, c'était vraiment un mensonge d'État tellement gros, parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges d'État depuis le début du Covid, mais là, il était tellement gros. Plainte à la Cour de justice de la République. Parce que tous les arguments sont prouvés, les effets secondaires. Oser dire qu'il n'y a pas d'effets secondaires du vaccin alors que c'est totalement prouvé, même s'il y a une large sous-déclaration des effets secondaires. L'Agence française du médicament, la NSM, l'Agence européenne, l'EMA, Eudra Vigilance, même des déclarations d'Olivier Véran, qui avait été ministre de la Santé il n'y a pas si longtemps, reconnaissait qu'il y avait des effets secondaires. Et oser dire qu'il n'y a pas d'effets secondaires, c'est quand même une provocation qui est insoutenable pour les familles qui ont perdu des proches, y compris des jeunes, lors d'un match de foot, ou des pilotes de ligne qui sont morts à cause de la dépressurisation de la cabine, d'oser dire qu'il n'y a pas eu de victimes, y compris des morts. Alors, et en plus, il y a beaucoup de gens qui ont eu de l'inflammation, de ce qu'on appelle la thrombose, les caillots, qui a donné les accidents vasculaires cérébraux, les infarctus, toute l'augmentation des cancers qu'on appelle turbocancers, tellement ils sont rapides, la stérilité. On voit une chute de la fertilité en France. Tout ça, c'est accessible, c'est public, c'est masqué par les médias aux ordres, mais c'est des choses qu'on peut... Christian Perron, vous dites que tous ces chiffres que vous dites, enfin ces chiffres, ces constats, ce sont des constats officiels donnés aujourd'hui par des institutions officielles. C'est bien ça? Alors, pour la mortalité, c'est reconnu en France qu'il y a un excès de mortalité, mais disons, on ne sait pas d'où ça vient. C'est reconnu dans tous les pays qui ont vacciné, disons, on ne sait pas d'où ça vient, mais on sait très bien d'où ça vient. Mais, enfin, ils jouent aux idiots. Après, sur la baisse de la fertilité en France, c'est reconnu. Ils disent, on ne sait pas d'où ça vient, c'est le réchauffement climatique ou c'est n'importe quoi. Alors, après, sur les cancers, c'est pas reconnu par les grandes associations de cancérologie, qui ont quand même beaucoup de liens d'intérêt, malheureusement, mais c'est reconnu par tous les cancérologues de base ou les médecins généralistes qui suivent des patients atteints de cancer depuis des décennies. Ils n'ont jamais vu ça. L'autre jour, je connais une femme qui habite en Alsace, et quelqu'un de sa famille, après le vaccin, a dû avoir une amputation à cause de caillots dans la jambe, et le centre où la personne de sa famille était amputée, il n'y en a jamais vu autant d'amputations depuis un an ou deux. Donc tout ça, c'est des choses qui ressortent de partout, et on n'a pas le droit aujourd'hui de dire que ces produits qu'on a appelés vaccins, c'était le plus grand scandale de la pandémie, c'est de dire que ces produits expérimentaux étaient des vaccins, c'était pas du tout des vaccins. Oui, c'est ce que vous avez toujours dit, Christian Perron, oui. C'est ce que vous dites, mais dites-moi, juste un mot, quand vous parlez de mensonges d'État, parce que évidemment, cette thèse est contestée, continue à contester, la corrélation entre vaccin et maladie, mais on ne répond pas, on pose des questions, et vous êtes, en tout cas, votre curriculum vitae parle pour vous, Christian Perron, mais la plainte que vous avez déposée, justement, c'est pour dire quoi? C'est pour dire, un ministre, là, vous mentez, et on porte plainte, et on veut des sanctions. Parce que c'est ça, porter plainte aussi. Ce qu'on veut, c'est surtout de protéger les Français, parce qu'on sait que ces produits sont inefficaces et dangereux. Maintenant, on en a la preuve dans tous les pays. Donc, exposer en plus les personnes âgées en leur faisant croire qu'il faut faire ça en même temps que la grippe, alors que ce virus est devenu... Les nouveaux variants du Covid sont totalement bénins. Ils donnent des rhumes et des bronchites. Il y a pratiquement plus de mortalité liée au Covid. Et oser faire croire qu'on va protéger des gens alors qu'il n'y en a pas besoin. Oser dire que ce vaccin est totalement à jour des nouveaux variants. Ce qu'a dit le ministre, c'est totalement faux, puisque il avait été mis à jour pour le variant Omicron il y a 1 an et demi, ça n'a jamais été remis à jour, et maintenant ce variant de l'époque ne circule presque plus. Donc tout ça, on a les preuves scientifiques que c'est faux. C'est pour ça que moi je pense respecter mon serment d'Hippocrate. Xavier Zalbert, qui est journaliste, respecte la charte de Munich. Vous savez, un journaliste doit quand même vérifier ses sources, comme vous faites. Et bravo André pour votre travail. Et félicitations au passage à François. Donc, coupler ça comme ça avec la grippe pour faire passer ce vaccin en douce, pour moi, c'est terrible. Et pourquoi en France on cache les données de mortalité? Tu sais, Emmanuel Macron, quand il faisait campagne, disait, moi, je voudrais développer la transparence en France. Alors depuis qu'il est là, c'est l'opacité. Regardez
c'était d'abord Laurent Toubiana, puis Pierre Chaillot, qui sont des épidémiologistes, statisticiens. Oui. Et, on l'a reçu il n'y a pas longtemps, oui, tout à fait. L'association Bon Sens que je co-préside avec Xavier Azalbert. On a demandé les données à Santé publique France sur la mortalité des Français en fonction du statut vaccinal. Ça a été refusé, alors que la Grande-Bretagne l'a publié et a montré qu'effectivement les gens qui avaient été inoculés avec les pseudo-vaccins mouraient plus. Et François a fait une pétition pour avoir accès au contrat d'achat des soi-disant vaccins Covid auprès de la Commission européenne. Ce que demande beaucoup de monde. L'Afrique du Sud a révélé ses contrats. Et pourquoi la Commission européenne refuse de donner ses contrats? Soi-disant, on veut la transparence politique et tout est caché. C'est ça qui est pour moi, on a parlé, Christian Perron, vous avez raison. Beaucoup de députés européens, dont Michel Rivasi, dont Virginie Joron et beaucoup d'autres, le demandent depuis des mois, voire des années. Et puis, effectivement, à Ursula von der Leyen ou à Albert Bourla, et évidemment, comme l'affaire des SMS. Mais juste une chose, comment vous expliquez, parce que vous en avez parlé, et Laurent Toubiana en a parlé, Pierre Chaillot aussi, comment vous expliquez, on a en France comme ailleurs, on sait qui meurt, le nombre de morts on le connaît, le nombre de vaccinés on le connaît, comment on peut dire qu'on ne peut pas avoir, comment il se fait qu'il n'y a pas une étude, qu'il n'y a pas une corrélation, qu'on ne peut pas avoir ces chiffres? Quand même, ça n'a rien de subversif de demander les chiffres des vaccinés, les chiffres des morts et de comparer en tout cas. Je suis entièrement d'accord, mais le ministère a répondu que d'abord qu'ils n'avaient pas les données, alors qu'ils avaient les données pour dire que ça n'augmentait pas la mortalité. C'est bizarre que dans un sens ils ont les données, dans l'autre sens ils les ont pas, et que ce serait trop de travail pour les services du ministère de fournir ces informations. Je crois qu'on se moque un petit peu de nous, et c'est pour ça que je crois que là on pouvait pas laisser passer ça. Et alors il y a beaucoup de Français qui veulent se joindre à notre plainte. Il y a beaucoup de Français qui signent la pétition de François là, sur l'accès au contrat d'achat des vaccins. Malheureusement, notre avocat ne peut pas enregistrer des milliers de particuliers, mais il y a certaines associations qui vont probablement se joindre à la plainte. Se joindre à nous parce que c'est très important. Il y a aussi des tas de témoignages aussi aujourd'hui de gens qui ont pratiqué des autopsies. Alors malheureusement, le professeur Burkhardt en Allemagne est décédé quelques jours après la conférence de presse qu'il avait faite avec moi au Parlement européen à Bruxelles. Mais il y a d'autres anatomopathologiste qui pratiquent des autopsies qui ont témoigné aux États-Unis sur que les personnes inoculées par ces pseudo-vaccins avaient beaucoup de complications, de caillots et de complications dans leurs organes. Et tout ça, c'est prouvé par les autopsies. Donc vous, Christian Perron, pour dernière question, vous, ce que vous voulez, c'est vous faites cette plainte avec Xavier Azalbert et les autres pour en fait faire toute la lumière et pour dire, écoutez, on ne peut pas rester dans cette opacité-là. C'est ça. Voilà, c'est au nom de la transparence. Alors, vous voyez, même Jean-François Delfrécy, qui présidait le Conseil scientifique, a même dit qu'Aurélien Rousseau avait eu tort de déclarer ça. Donc, je remercie Jean-François Delfrécy. Et même Delfrécy, Buzyn, Véran, Édouard Philippe, chacun écrit son livre et chacun se renvoie la responsabilité sur l'autre. Donc, ça fait un petit peu désordre. Ça fait un peu désordre. Voilà. Merci, Christian. Juste pour terminer, l'ARCOM avait condamné les médias pour m'avoir invité sans contradiction. Et là, je vois que le ministre qui donnait des données qui n'étaient pas sourcées n'a pas eu de contradicteur sur France Inter. Donc, ça m'a un petit peu choqué quand même. Voilà. Oui. Je comprends cela. Alors, on avisera. Merci, Christian Perron. Merci Christian Perron d'avoir été avec nous. On va se retrouver dans un instant pour le face-à-face avec André Berkoff qui reçoit aujourd'hui la journaliste Karina Zopardi pour son nouveau livre « Quand la peur gouverne tout ». À tout de suite sur Sud Radio. Et dans le face-à-face aujourd'hui, André Berkoff reçoit la journaliste Karina Zopardi qui publie ce livre « Quand la peur gouverne tout ». C'est publié chez Plomb. Alors Karina Zopardi, juste une petite critique de détail. Je trouve votre livre beaucoup plus intéressant que votre titre. Quand la peur gouverne tout, oui, on peut le dire pour n'importe quoi. Et heureusement, je le dis pour les auditeurs, parce que je recommande ce livre qui est vraiment très bien fait et qui, comme on dit, vous savez, alors j'ai pas trouvé, en anglais on dit it connects the dots, c'est-à-dire quand vous réunissez les points, vous savez, il y a comme ça des points du puzzle. Et puis dans ce livre réunit le puzzle et montre que c'est pas
c'est un puzzle, mais avec le dessin caché de la tapisserie, et on le voit bien, wokisme, extrême gauche, extrême droite, islamisme. Et en ce moment, on ne peut pas dire qu'on est très loin de tous ces sujets. Et alors, ce que vous racontez dans votre livre, avec moult, effectivement, et citations et références, mais c'est vraiment, je dirais, la rencontre. Vous savez, c'était Lautréamont qui disait que c'est beau comme la rencontre d'un parapluie et d'une machine à coudre sur une table à dissection. Et là, votre livre est intéressant comme la rencontre du wokisme les transgenres, les wokismes, les LGBT, etc., et les islamistes, entre autres, on peut dire encore islamistes, voilà, et en disant, attention, haro sur les Lumières, haro sur du passé, faisons table rase, voilà, vous parlez de la gauche décoloniale, vous parlez des indigènes de la République, on va rentrer, subventionnés de temps en temps par quelques grosses entreprises capitalistes qui sont très contents de faire leur beurre dessus. Alors, Karine Azzopardi, au fond, ce que vous avez voulu faire, c'est quoi? C'est la rencontre extrémistes de tous les pays ou sectaires de tous les pays, unissez-vous? Alors, si vous me permettez, je vais rebondir sur ce qui a été dit un petit peu avant avec Christian Perron d'abord. Oui. Parce que mon livre, il est justement l'inverse de ce que fait Christian Perron pour moi. C'est surtout un raisonnement qui fait appel à la logique. Par exemple, je vous donne juste un exemple. En ce moment, aux États-Unis, il y a une hausse de la criminalité dans pas mal de villes, comme Chicago, comme New York, comme Minneapolis, la ville de George Floyd. Très clair, les chiffres sont très clairs. Cette hausse de la criminalité, elle fait suite à un mouvement qui s'est appelé Black Lives Matter et qui était précurseur et qui était bien avant la mort de George Floyd, où on demande exactement de la même manière qu'en France avec les violences policières, une baisse des crédits alloués à la police et le désarmement même de la police. Alors ça, ce sont des revendications qui aux États-Unis ont commencé à se mettre en place et ont eu lieu dans les politiques publiques. Et on voit aujourd'hui qu'il y a une remontée de la criminalité qui, entre nous, touche évidemment les populations les plus fragiles et donc les populations noires aux États-Unis. Je le savais quand j'ai écrit mon livre. Je ne l'ai pas dit dans mon livre. Pourquoi ? Parce que ce sont des corrélations et il n'y a pas encore d'études, je n'ai pas encore trouvé d'études sérieuses qui établissent qu'il y a un lien de cause à effet. Ça nous paraît évident comme ça, mais dans mon livre, je n'ai établi que des liens de cause à effet et pas seulement des corrélations. C'est pour ça que vous êtes en désaccord avec Christian Perron, qui établit, lui, pour lui, je tenais à le dire à votre antenne. Cause à effet. Oh, non, mais vous avez tout le droit de le dire et Christian Perron a tout à fait aussi le droit de dire. En tout cas, vous dites juste un mot là-dessus, vous dites qu'il n'y a pas d'effet secondaire, qu'on n'a pas pu constater les effets secondaires. Ah non, je ne dis pas ça. Mon beau-père, personnellement, a eu des effets secondaires. Il en pense ce qu'il pense. Je pense que ma position sur le vaccin, je ne suis pas là pour l'exprimer, mais voilà. Mais les corrélations, mais alors parlons des corrélations, mais vous êtes allé plus loin, vous, parce qu'à ce moment-là, je peux vous répondre, alors, pour votre livre, et à l'intérieur de votre livre, vous faites des corrélations entre l'islamisme et le wokisme. Franchement, quelle corrélation ? Intellectuelle, dans les doctrines. Dans les doctrines. C'est-à-dire qu'au départ, c'était une contre-intuitif, bien sûr, parce que qu'est-ce qu'on entend par wokisme ? On entend la lutte contre les discriminations, la lutte contre le racisme, donc tout ça, ce ne sont que des nobles causes, bien évidemment, qui pourraient être contre. L'islamisme, ce sont des courants, bien évidemment, de pensée, et pas seulement du djihadisme. Le djihadisme n'est que l'une des 4 branches. Le passage à l'acte n'est que minoritaire dans l'islamisme, et ce qui importe, c'est les idéologies. Donc j'ai pris les idées, les textes qui composent les différentes idéologies à la base de l'islamisme, et de la même manière les théories qui sont la théorie du genre, la théorie critique de la race, et j'en passe, pour examiner concrètement quels sont les discours qui non pas convergent, mais qui laissent la place à des excuses ou un déni de l'islamisme d'un côté, et comment de l'autre côté des islamistes qui s'insèrent dans des thèses progressistes s'en servent comme des chevaux de Troie, pardon. Non, bien sûr. Oui, mais ça, vous ne répondez pas à la fait que mais le wokisme n'a pas, parce que est-ce que le wokisme, c'est la question, est-ce qu'il y a les mêmes mécanismes mentaux idéologiques que l'islamisme ou pas ?
Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Le wokisme, ce qui m'a alerté, c'est que aux États-Unis, si vous voulez, ce sont par exemple des réfusniks de l'ex-URSS qui le dénoncent en premier. C'est quelqu'un qui s'appelle Mike Zhao, par exemple, qui est réfugié chinois, qui a vécu l'époque de Mao, qui a perdu la révolution culturelle, qui a perdu une partie de sa famille, dont le meilleur ami est mort sur la place Tiananmen en 1989, qui est réfugié aux États-Unis et qui nous alerte sur les mécanismes du wokisme. Donc ce sont des mécanismes qui sont propres, qui sont aussi sans doute, Jean-François Bronstein, le philosophe, parlait de religion woke, plus propre à une croyance qu'à une vérité scientifique. Et le problème, c'est qu'on les établit comme des vérités scientifiques. Et ensuite, à l'intérieur de ces théories, différentes théories, textes du wokisme, il y a un angle mort qu'est l'islamisme. Je ne dis pas que les woke sont des islamistes, bien évidemment. Mais il y a un angle mort qui nous empêche, en mettant dans la case des victimes, des dominés, tous les musulmans sans distinction, on fait l'amalgame avec les islamistes, et les islamistes, on les met dans la même case, et voir la réalité en face, ça produit une dissonance cognitive qu'on voit encore à l'heure ces jours-ci depuis dimanche. Oui, alors justement, mais effectivement, on le voit très très bien, c'est-à-dire les racisés, les opprimés, tous les opprimés ensemble, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. En fait, on traduit toujours ce qui existe depuis 50, 60 et 70 ans, c'est-à-dire c'est vraiment, si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi, nous sommes le camp du bien, vous êtes le camp du mal, etc., etc. Sauf que, effectivement, et vous en parlez très très bien dans votre livre, justement, les décoloniaux, pardon, vous savez, interdits aux blancs, telle manifestation, telle, etc. Mais justement, je voudrais peut-être qu'on aille, parce que au fond, ce que disait Bronstein, notamment, qu'on a reçu ici, est-ce que ce n'est pas tout ça vraiment, est-ce que ce n'est pas religieux ? Au sens ou sectaire. Est-ce que c'est lors du Mandarum? Est-ce que c'est lors du Temple solaire? Est-ce que c'est Jim Jones et Guyana? Est-ce que c'est ça ou c'est autre chose? C'est exactement ce que je montre dans mon livre. Alors pas toute seule, parce que je ne suis ni philosophe ni universitaire. Je suis juste journaliste, et donc j'ai essayé juste de faire mon métier en prenant des penseurs qui, eux, sont des critiques du wokisme et de ces théories du wokisme. Et quand on se fait placer dans une case, dès qu'on emploie ce terme wokisme, exactement de la même manière que quand on parle d'islamisme, dans la case, hop là, extrême droite, je me suis dit, mais c'est le signe de quoi? Et en fait, je me suis aperçu que c'était pas le signe d'un débat d'idées sain, mais d'un refus de toute critique. Or, moi, ce que je fais dans mon livre, c'est que je reprends des intellectuels qui sont pas spécialement de droite. Il y en a plein qui sont au contraire issus de la gauche américaine, dont les voix sont très très peu relayées là-bas, mais qui sont critiques des théories qui composent le wokisme, en particulier de la théorie critique de la race, de la fragilité blanche de Robin DiAngelo, qui est un livre de développement personnel hallucinant, dans le mauvais terme, bien sûr, et sur lesquels sont basés les comportements ensuite de militants, et même certaines études universitaires, voire une bonne partie d'études universitaires qui ont lieu aux États-Unis et en France. Ces gens, qu'est-ce qu'ils démontrent? Ils démontrent que les postulats de départ sont faux. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a tout un raisonnement qui est développé derrière, d'après un postulat qui est faux. Non, on n'est pas raciste ou antiraciste, et puis il n'y a pas de juste milieu, voilà. On va en parler tout de suite après cette petite pause, parce que ce qui est intéressant, c'est la posture qu'on a été obligé, que certains ont été obligés d'adopter, la posture défensive. On en parle. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec Karine Azopardi, et puis bien sûr avec vous connaissez le numéro 0826 300 300, on attend vos appels. À tout de suite sur Sud Radio. Retour sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir Karine Azopardi pour ce nouveau livre, Quand la peur gouverne tout, c'est publié chez Plomb. Alors rentrons, on est déjà rentré dans le vif du sujet, sur en fait ce que vous avez étudié dans les textes, regardé, etc., vérifié, Karine Azopardi, c'est cette tentation totalitaire dont parlait Jean-François Revel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et c'est vraiment intéressant, parce que
au fond, il y a des gens qui se disent là, je sais plus où j'habite, je vois, perte de repère, on va pas revenir là-dessus, enfin bon. Et puis je me cherche, voilà, des gens qui sont comme moi. Et ce qui est extraordinaire dans le wokisme, et pour parler de cela, c'est la diversité, c'est-à-dire que vous pouvez aimer votre chèvre, aimer votre arbre, devenir ce que vous voulez. Évidemment, ne parlons pas de hommes et femmes, ça n'existe plus, c'est vraiment sulfureux, et une espèce de transphobie totale. Pour parler de papa et de maman, c'est encore plus. Il y a ça, et qui est encouragé quand même par le système, puisque on voit très 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 bien, vous parlez d'Assa Traoré dans votre livre, qui a été quand même l'égérie de Christian Louboutin, le célèbre chausseur, pour ne parler que cela. Mais il y a des multipliés, on peut multiplier les exemples. C'est pas franchement anticapitaliste, vous voyez. C'est évident. Et alors, mais ça traduit quoi? C'est-à-dire, c'est cette recherche absolument de je veux avoir des clans, c'est mon clan ça va, et ça existe depuis toujours. C'est le côté tribal, c'est quoi en fait? Ça produit une atomisation de la société vers son plus, la version puzzle, si vous voulez, comme dirait Audiard, avec chacun se mettant avec son identité dans son coin et ayant besoin d'une identité qui soit minoritaire finalement pour se placer aussi dans le camp des victimes qu'on défendra, et ensuite ce sera l'alliance des minorités. Ce qui s'oppose à l'universalisme. Pourquoi? Parce que l'universalisme et évidemment les Lumières dont est issue notre tradition philosophique, en particulier en France, mettre l'humain au cœur évidemment de tout, nonobstant la couleur de peau, nonobstant la religion, l'humain est au cœur de tout. Et ce que disent exactement, ce que disent les woke, pour faire simple, c'est qu'en gros cet universalisme et ces lumières ont été produits par des hommes blancs, donc sont invalides. Donc sont invalidés. Et donc tout le pouvoir... C'est la parole de l'homme blanc, donc elle ne vaut pas grand-chose. Tout le pouvoir est issu d'hommes blancs qui ont produit ce savoir, donc ce savoir doit intrinsèquement être remis en cause parce qu'il est relatif. Il est relatif par rapport aux autres cultures, il est relatif par rapport au savoir produit en Chine ou ailleurs. Et donc il ne vaut plus rien, son universalisme ne vaut plus rien, il est juste relatif, il ne vaut pas plus qu'un autre, voire moins qu'un autre. Et donc ça produit cette atomisation en minorité et ce relativisme absolu dont j'ai parlé au début. Et ce qui est absolument frappant, et votre livre le souligne aussi, mais c'est que les Lumières aujourd'hui sont vouées aux gémonies à gauche comme à droite. Enfin, je veux dire, certains, je ne dis pas que certains républicains, etc., parlent des Lumières. On dit, mais les Lumières, mais vraiment à gauche comme à droite. Les Lumières, mais non, c'est mauvais, tout part des Lumières. On a voulu tout universaliser. Les Lumières, voilà l'ennemi, ce pelé, ce galeux d'où nous vient tout le mal. Et c'est vrai pour aussi bien la tentation islamique que la tentation, en tout cas intégriste, qu'elle soit d'ailleurs de toute religion confondue de ce point de vue-là, et la tentation de cette atomisation dont vous parlez. On parlait de philosophie des Lumières, mais ça dépasse même les Lumières, puisque Aristote, dans certaines universités, a été disqualifié en tant que philosophe blanc. Descartes, pareil. Voltaire, pareil. Donc, on jette tous les bébés avec l'eau du bain, si je puis dire, si je puis m'exprimer ainsi. Et c'est ça qui est préoccupant. Et c'est ce que faisait exactement, alors c'est ce que font les woke aujourd'hui, et c'est ce que faisaient exactement au siècle de la Révolution les anti-lumières, les de Bonald, les de Maistre, etc. Et aujourd'hui, on voit que le camp progressiste, c'est pour ça que j'appelle ça le nouveau progressisme identitaire, emploie exactement les mêmes termes pour dénoncer et pour démonter nos philosophes des Lumières et nos philosophes tout court que ces réactionnaires à l'époque. Voilà. Et voilà. Et vous donnez un très très bon exemple quand même, je voudrais que vous en parliez, c'est intéressant, entre les rapprochements, en tout cas intellectuels, entre Bernard Antony du Griffe, vous allez rappeler à nos éditeurs qui est, et Ouria Boutelja des Indigènes de la République, rappeler qui ils sont pour montrer quand même la... Alors Bernard Antony, je crois que c'est pas un
un grand secret de dire que c'est une personnalité d'extrême droite. Houria Boutelja était la fondatrice du Parti des indigènes de la République, si je ne m'abuse. Donc dans son livre Les Blancs, les Juifs et nous, dont juste le seul titre ne peut que nous faire bondir. Oui, il est pas mal, on reparle de race, on reparle de juifs. On est en 2023 et Bernard Anthony ne pouvait que féliciter Houria Boutelja à l'extrême gauche, si on peut. Donc on veut dire par là qu'ils se rejoignent sur le côté chosifions, communautarisons, atomisons, dispersons, dispersons, etc. Et sur l'antisémitisme. Et sur l'antisémitisme, qui est un des terribles angles morts du wokisme et qui est au cœur de la doctrine islamiste. Ah oui, ils se rejoignent là-dessus, quoi. Dénominateur commun, vous voulez dire. Oui, bien sûr. Quand on parle, si vous voulez, de privilège blanc, c'est une des expressions du wokisme. Il faut, en tant que blanc, battre sa coulpe, prendre conscience de son privilège de naissance et de son racisme inconscient. Ça, c'est par exemple le livre de Robin DiAngelo, La fragilité blanche, aux États-Unis, qui a été traduit en France et qui est une des bibles. En fait, fouettez-vous, repentez-vous. Pourquoi pas? Mais quand on parle de privilège blanc, vous voyez que où on met les juifs, par exemple, là-dedans. Et aux États-Unis, il y a un cas dont je parle à Stanford, qui est un cas qui est en justice, dont j'ai consulté le dossier, où 2 professeurs de Stanford ont attaqué pour antisémitisme l'université parce que, en tant que juifs, ils étaient évidemment progressistes, ils étaient dans le mouvement woke, et on leur a demandé, dans des formations de diversité, équité et inclusion, de se mettre dans le groupe des blancs. Parce que c'est des groupes de couleur, de peau, ce qui est quand même hallucinant. Déjà ils sont blancs, quand même. Les 2 profs. Alors, l'une même des, s'ils sont juifs, ils sont blancs. L'une des 2 profs, oui, mais ça pose problème parce que ils se sont dit, mais oui, mais attendez, on va pas aller dans un groupe dont moi, mes ancêtres, ils ont été exterminés par la lors de la Shoah. Enfin, pas les miens. Hein, je parle de cette professeure. Ça me gêne de me mettre dans ce groupe-là. Ce groupe-là ne signifie rien pour moi, et je pense qu'il y a et puis il y a pas que ça. Il y a eu aussi des actes antisémites qui ont été totalement minimisés à l'université de Stanford. Et on passe, pour terminer sur cette question, du privilège blanc de Robin DiAngelo sur les réseaux sociaux au privilège juif. C'est des choses qui, quand même, devraient nous alarmer fortement. Et le privilège juif, c'est d'avoir un hashtag qui a été lancé en 2021, l'été 2021, si je ne m'abuse, par des groupes proches du Ku Klux Klan aux États-Unis, et rapidement repris par des groupes d'extrême gauche, avec un antisémitisme qui est différent. Le Ku Klux Klan et extrême gauche, même combat, quoi. Et les woke, oui. Intéressant, on en parle tout de suite après cette petite pause. On continuera un peu d'inventorier cette espèce de peur, on peut dire, que quelque chose qui quand même qui appréhende. Avec Karine Azzopardi et puis avec vous aussi, bien sûr, au 0826 300 300. On va prendre toutes vos réactions et toutes vos questions si vous voulez poser une question à Karine Azzopardi, qui est notre invitée aujourd'hui. À tout de suite sur Sud Radio. Alors, Karine Azzopardi, je voudrais poser une question personnelle. Vous avez écrit ce livre, vous m'avez dit hors antenne que vous-même, vous étiez dans le déni à un moment donné de tout cela. Oui. Expliquez-moi, vous étiez en déni, pourquoi? Parce que vous étiez dans la bonne pensée, dans le bon clan, dans le bon club, dans le camp du bien. Alors, je veux pas ramener tout non plus à moi, mais c'est vrai que mon expérience personnelle, c'est celle du 11 septembre d'abord, sur lequel j'étais par hasard le 11 septembre à New York, et j'ai commencé ma carrière de journaliste, si je puis dire ainsi. En 2003, ce que j'ai fait, c'est que j'étais, pour ne pas parler dans le vide d'un problème que je ne connaîtrais pas, je suis allée avec des militants du Hamas à Naplouse, passer un mois pour essayer de comprendre. Et avec le recul des années, alors j'ai gardé de nombreux amis palestiniens que j'aime beaucoup, qui sont tous partis d'ailleurs, de nombreux sont partis de Naplouse parce qu'ils n'en pouvaient plus aussi. Mais ce que j'ai entendu pendant un mois, c'était la Palestine, du Jourdain à la mer, c'est exactement les mêmes slogans qu'on emploie aujourd'hui. Et je leur disais, mais vous pouvez pas dire ça. Si, la Palestine, du Jourdain à la mer. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. C'est la charte du Hamas. Oui, bien sûr. Il y a rien de caché. Alors, j'étais pas qu'avec des militants du Hamas, j'étais avec des Palestiniens tout à fait normaux, si je puis dire. Et voilà, mais c'est quelque chose qui est assez répandu, malheureusement. Et j'étais arrivée, je me souviens, parce que j'ai aussi des amis israéliens, avec une étoile juive, et ça avait posé problème. Ça ne m'avait pas mis la puce à l'oreille
l'oreille parce que voilà, j'ai continué à. Mais en revanche, quand j'étais rentrée, j'avais commencé à faire quelques manifestations pro-palestiniennes et là, j'avais vu des barbus crier à la Wakbar et là, je m'étais dit c'est pas mon truc. Mais sans aller chercher plus loin. Vous voyez, l'islamisme pour moi, c'était pas quelque chose que je connaissais, c'était un peu compliqué, c'était de la géopolitique. Et puis ensuite, le 13 novembre m'est tombé dessus et là, je me suis dit il faut que je réfléchisse, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe en fait. C'est comme ça que je suis arrivée à ce livre. Parce que, excusez-moi, je ne veux pas être intime, mais le 13 novembre, vous avez perdu votre compagnon. Oui, qui était au Bataclan. Et alors après, vous dites, mais même après, vous disiez, au fond, qu'est-ce qui vous a fait réfléchir à cela et qui a abouti à votre livre? Vous avez dit, c'est quand même quelque chose ne va pas, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous a donné le truc que ça ne tournait pas rond, tout ça? Mais il y avait des choses que je ne comprenais pas. Il y avait des contradictions. J'étais en pleine dissonance cognitive. Par exemple, après les attentats de Charlie, évidemment, j'étais dans la rue Le 11. Se faire qualifier de zombie par mince, comment s'appelle-t-il? J'ai plus le nom en tête, mais se faire qualifier de zombie alors que c'est un géographe que je lisais, que j'appréciais, qui m'apportait des clés de compréhension du monde. Ouais. Je ne comprenais pas ces points de vue, je ne comprenais pas ce que ces gens disaient. Voilà. Et c'est ce gauchisme, c'était un peu ce gauchisme que vous avez un peu perçu autrement dans... Il y a une dichotomie, si vous voulez, entre le réel, ce qu'on observe, les phénomènes et les discours qui sont plaqués sur ce réel. Et donc j'ai cherché à savoir d'où venaient ces discours et si la réalité que je voyais était déformée ou pas. Et donc il y a des choses qu'on peut observer même à l'œil nu quand on se balade en France. À quoi ça correspond? Est-ce que c'est déformé ou pas par les discours? C'est à tout ça que j'ai voulu m'attaquer. On a 40 ans de déni de réalité, il faut le dire. Voilà. Et donc je me suis aperçue que moi-même j'étais aussi dans une espèce de déni de réalité pour on a toujours cette volonté d'être dans le camp du bien, de ne pas faire montrer l'extrême droite. Moi, je viens d'un petit village près d'Orange. Je veux dire, en 95, j'ai vu l'extrême droite arriver au pouvoir à Orange et j'étais journaliste. J'ai vu ce maire acheter tous les journaux un jour dans la ville parce qu'il y avait un article qui lui était défavorable. On ne peut pas me soupçonner, si vous voulez, mais tout le temps se défendre d'être d'extrême droite, c'est insupportable, c'est fatigant. Juste, à un moment donné, il faut regarder le réel, la réalité, les analyses du réel et arrêter d'être dans le déni. Voilà. Surtout que le réel frappe à la porte, je le dis souvent, et quand il enfonce la porte, ça va être difficile. Mais vous savez, juste un mot, et pour aller dans votre sens, Staline disait très bien, il disait quand vous discutez avec quelqu'un qui commence à avoir des arguments qui vous embêtent, traitez-le de facho, il va passer une demi-heure à se défendre. Oui, c'est ça, et on parle plus du fond. L'essentiel, c'est de parler du fond et des idées et des critiques et moi, je veux bien qu'on lise mon livre, qu'on le critique. Je veux bien me tromper, vous voyez. C'est ça, le débat démocratique. Je peux me tromper. Ce que j'écris, c'est factuel, c'est sourcé. J'ai essayé que ce soit sérieux, que ce soit, comme je vous le disais au début, que ce soit pas juste des corrélations et des déductions abusives, mais que ce soit des choses qui soient logiques, que ce soit des raisonnements. Je peux me tromper, qu'on me le dise. C'est sûr. Alors, pour revenir à cette corrélation, justement, entre wokisme et islamisme, vous dites qu'au fond, comment dirais-je, au fond, ils se rejoignent sur quoi, très précisément? Sur plein de thématiques. Il y en a une qui est emblématique. À part l'antisémitisme dont on a parlé. L'islamophobie, par exemple. Ce terme d'islamophobie, dès que vous l'employez, si vous le contestez ou si vous contestez l'emploi ou la signification du mot islamophobie, vous êtes islamophobe et vous êtes raciste. Et vous êtes d'extrême droite, bien évidemment, ça va avec. Or, ce terme d'islamophobie, il faut voir comment il est instrumentalisé et comment il est utilisé. Qu'est-ce que ça veut dire l'islamophobie? De manière étymologique, c'est la phobie de l'islam, donc d'une religion. Par extension, aujourd'hui, on dit que c'est la phobie des musulmans, etc., etc. Mais il faut voir comment les islamistes, eux, l'emploient. Qu'est-ce qu'ils entendent quand ils poussent ce mot dans les institutions européennes. Ce que les islamistes mettent derrière le mot islamophobie, c'est toute critique de l'islam. Et l'islam tel qu'ils l'entendent, de la charia. C'est ça voilà. Et donc quand à gauche il y a des idiots utiles idiots utiles, le mot est peut-être un peu fort, mais quand ce mot d'islamophobie est dans les institutions européennes, il y a une journée de l'islamophobie au niveau de l'ONU, etc. est poussée, il faut voir ce qu'il y a derrière en fait, parce que le mot a une signification différente selon les personnes qui l'emploient.
Et vous voulez dire que, mais ça existe aussi, christianophobie, judéophobie, alors on l'entend moins, mais il y a des gens qui luttent contre la christianophobie, prétendent qu'il y a une christianophobie. Ça mais pourquoi aussi. Qu'on critique la religion chrétienne, qu'on critique la religion juive, je veux dire, toutes les religions méritent d'être critiquées. Absolument. Mais aucun souci. Pour revenir à ça, donc vous dites quand même qu'il y a donc beaucoup de points communs, beaucoup de liens. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, alors c'est ça qui est paradoxe, c'est que tout le monde sait, ce n'est pas que les LGBT, je dirais, et l'islam, en tout cas l'islamisme, mais même l'islam, ne sont pas très, je veux dire, sur la même longueur d'onde. Là, il y a un déni formidable. Regardez quand il y a des agressions homophobes, par exemple. En banlieue, moi je suis un petit peu, par exemple, des ex-musulmans qui sont homos, qui ont été persécutés et qui ont quitté leur milieu. D'origine musulmane, enfin ils sont musulmans, mais oui, voilà, ils sont homosexuels, oui. Voilà. Oui. Eh bien, les associations LGBT qui sont tranquillement dans le Marais en train de prendre un verre ne vont absolument pas les soutenir. Ils cherchent leur soutien depuis très longtemps parce qu'il ne faut pas stigmatiser, encore une fois, des gens qui sont placés dans la case des victimes. L'agresseur ne peut pas être une personne racisée. Voilà, il ne faut pas le dire. Oui, c'est ça qui est tout à fait... En fait, c'est une espèce de terreur intellectuelle, et de terreur cognitive, et de terreur sémantique qui marche bien, en tout cas. On arrive à un déni du réel, c'est ça le souci, pour ne pas stigmatiser. Moi, mon propos n'est pas de stigmatiser tel ou tel, il est juste de voir la réalité des choses. Quand on parle par exemple, de patriarcat, alors voilà, le patriarcat, il est blanc, il est... et je vous dis pas les plus de 50 ans, hein, les mâles blancs de plus de 50 ans. Oui, alors, il y a aussi un patriarcat musulman. Ou noir, ou autre. Enfin, il faut voir, moi j'ai analysé dans mon livre les textes, parce que je suis allée en acheter dans les librairies islamiques sur la place de la femme. Où sont nos féministes, les néo-féministes, je veux dire. Non, ça il faut surtout pas le dire, qu'il y a quand même une place de la femme. C'est très clair dans les textes et dans les livres. J'ai acheté des livres au hasard et j'ai pris des textes au hasard sur la place de la femme telle qu'elle est largement diffusée dans ces librairies. La place de la femme, elle est très claire, elle est au foyer. C'est pas très féministe tout ça. Et donc, effectivement, mais on n'en parle pas. Silence radio. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est intéressant. D'ailleurs, les gens qui ont beaucoup de courage pour dénoncer certaines choses, et devant là, ils se couchent. C'est tout à fait passionnant. Et c'est ce qui s'est passé avec les LGBT, par exemple, aux États-Unis, dans cette ville dont j'ai oublié encore le nom, j'ai un début d'Alzheimer, où grâce aux militants LGBT, des militants islamistes, il faut dire les choses, ont pris le pouvoir. La première chose qu'ils ont fait... c'est virer tous les drapeaux LGBT de la ville, et les militants LGBT ont dit c'est pas très gentil. Bah oui, mais enfin, faut ouvrir un petit peu les yeux. Je veux dire, les homosexuels, ils étaient jetés à Raqqa en haut des immeubles, et l'homosexualité dans la plupart du monde, je parle même pas chez les islamistes, mais dans le monde musulman, c'est quand même quelque chose qui est pas très bien vu. On nie le réel, on veut nier le réel pour des tas de raisons. Est-ce que nous avons des... Oui, on a des réactions au 0826 300 300. Nous avons Richard qui nous appelle depuis Goué. Bonjour Richard. Bonjour Richard. Oui, bonjour André, bonjour à votre invité. Moi, j'aimerais juste faire un commentaire sur, vous savez, sur l'homme blanc, apparemment c'est devenu le diable. Il faut rappeler à ces gens que peut-être l'homme blanc, il a fait avancer l'humanité, comme dans la santé, la technologie. Einstein, Pasteur, Gates, les Wright Brothers, Ford, Citroën, c'est tous des petits hommes blancs qui ont fait avancer l'humanité. Donc, faut pas avoir peur de se défendre, entre guillemets. Moi, je suis voilà, c'est tout. Il y en a vraiment ras-le-bol, et on dirait que les gens ont peur de ça. On a le peur de se défendre. Je m'excuse. Non, mais on a peur de se défendre, et ce n'est pas le meilleur des sentiments, c'est clair. Et vous parlez de la science, par exemple, blanche, qui est vue par les woke comme de la science blanche. C'est vrai qu'elle a aussi produit Hiroshima et Nagasaki. Il ne faut pas le nier, il ne faut pas être dans le déni dans aucun sens. Non, bien sûr. Il n'y a pas eu seulement du progrès. Mais pardon. La science blanche a produit Hiroshima et Nagasaki, comme la science noire, si était noire, était au pouvoir.
Non, mais je veux dire, c'est les pour faits, ça que... le réel. Oui, mais les faits, le réel, oui, mais c'est pas une raison pour jeter la science avec l'eau du bain. C'est pas parce qu'il y avait des Blancs qui ont fait ça que c'est le problème des Blancs. Exactement. C'est le problème de tout le monde, exactement. Et on voit très très bien l'esclavagisme. On rappelle les 3 traites négrières. On pourra en parler pendant des heures. Bien les sûr. 3 traites négrières. On va se retrouver dans un instant. On continue de prendre vos réactions sur Facebook, sur YouTube et au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Intéressant aussi comme lien, Karine Azzopardi, dans votre livre, que je recommande encore une fois, Quand la peur gouverne tout, wokisme, extrême gauche, extrême droite, islamisme. C'est vrai parce qu'en ce moment, mais pas seulement l'actualité brûlante, hélas, que nous vivons aujourd'hui, mais tout ça est là, tout ça traverse, tout ça, et il y a tellement je veux dire, d'alluvions, de n'importe quoi, d'ordures, je dirais, non pas au sens insultant du terme, mais au sens où des choses qu'il faut jeter à la poubelle. Et en même temps, on est là à discuter du matin au soir. Et comment vous expliquez, vous en parlez, que ça a appris à l'université comme ça a appris dans les milieux universitaires, dans les milieux intellectuels, qui, en principe, ces milieux intellectuels devraient être les milieux les plus ouverts, les plus rationalistes, ou en tout cas les plus esprit critique, etc. Alors, et c'est là où ça a flambé comme du genièvre. Alors, je vais vous surprendre, mais toutes les studies qui ont commencé à fleurir dans les universités américaines et qui sont arrivées dans les universités françaises ne sont pas à jeter. Il faut être mesuré par rapport à ça. Bien sûr. Il y a des choses très intéressantes qui en sortent. Le problème, c'est que ça devienne, que certaines études deviennent le seul prisme de lecture du monde réel et qu'elles aient dans leur angle mort l'islamisme qui lui n'est plus étudié à l'université. J'écris tout un chapitre sur la connaissance menacée par rapport à l'islamisme. C'est exactement ce que dit Gilles Kepel quand on voit sa chaire fermée, si je me trompe pas. C'est-à-dire que quand et puis noyé dans quelque chose de plus large, il n'y a plus d'arabisants à l'université française. Il y a un problème sur la... Il n'y a plus d'arabisants à l'université française. C'est ce qu'il dit. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais voilà. En tout cas, la connaissance de l'islamisme est menacée, et jusqu'à l'intérieur du FBI, où on refuse d'employer le terme d'islam politique ou d'islamisme, il faut plutôt parler de radicalité, je crois, pas dans des formations encore diversité, équité, inclusion, et c'est ce que dénonce un ancien chef du FBI en disant que le FBI est wokisé jusqu'au trognon et que ça empêche de voir la réalité et d'étudier sur les études sur ces thématiques sont importantes. Voilà. Et alors, cette espèce d'importance, on va encore en parler, mais je crois, Esteban, que nous avons des auditeurs. Oui, on a Philippe qui nous appelle depuis la Sarthe. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, je voulais intervenir simplement parce que j'ai entendu votre invité dire que Bernard Anthony était un antisémite, et c'est tellement énorme. Bernard Anthony est peut-être critiquable, c'est peut-être quelqu'un qui est un catholique traditionnaliste, peut-être même certains diraient intégriste, mais antisémite, c'est une absurdité. Et comme elle disait tout à l'heure qu'elle pouvait se tromper, je voulais lui dire qu'elle se trompe. C'est énorme. D'accord. Il a été victime d'Aria Bouteflika, qui l'a poursuivi. Écoutez, vraiment, je pense que vous devriez vérifier vos textes, parce que vraiment, c'est un grand chrétien, il n'a rien d'un antisémite, rien du tout. Bon, écoutez, voilà, je voulais mettre les choses au point, dont acte. Je vous en prie. C'est toujours bien de mettre de dire les choses. Mais c'était... C'est tout, quoi. Faut pas tout mélanger. Non, il faut jamais tout mélanger, vous avez tout à fait raison. Bon, c'est un détail, on va encore me dire que je fais des allusions. Simplement, je voulais parler, Karine Azzopardi, vous parlez très bien des hijabeuses, de tout ça. Vous savez, cette espèce de... Et là aussi, on a l'impression, d'ailleurs, que ce soit dans religieux ou pas, on a l'impression que ces minorités agissantes veulent surtout dire « nous sommes la normalité, et vous, si vous ne nous acceptez pas, vous êtes anormal ». Quelque part, je dis ça, je caricature, bien sûr. C'est là où c'est pervers. C'est là où c'est pervers, c'est-à-dire que dans le wokisme, la diversité est reine. Il faut mettre en lumière toutes les minorités, et dans les minorités également les minorités religieuses, et du côté de l'islamisme, on fait du voile l'étendard de la diversité. Or,
on en arrive c'est mon choix, c'est ma liberté. Voilà, et les féministes qui ne réagissent pas et qui nous disent que en gros, ce qui se passe en Iran reste en Iran et n'a rien à voir avec ce qui se passe sur le sol français, comme si c'était un nuage de Tchernobyl et que le voile était la symbolique du pouvoir des mollahs à Téhéran et que à Paris ça voulait dire tout à fait autre chose. Ça fait doucement rigoler tout de même. Donc, sous couvert de diversité, on en vient à avoir des campagnes de l'Union européenne avec des femmes portant le voile. Or, le voile, ce n'est pas neutre. On en pense ce qu'on veut, mais ce n'est pas neutre. Il a une signification. D'ailleurs, alors là encore, je suis pas. Je suis pas à la place des imams, mais moi j'étais avec un imam l'année dernière dans une émission qui disait que ce n'était absolument pas dans le Coran. C'est une certaine vision de la religion qui s'exprime avec le voile. Non, l'obligation du port du voile n'est absolument pas dans le Coran. Il n'y a pas d'obligation de port du voile, non. Tout à fait. Et au fond, quand vous êtes sorti, enfin on n'en sort pas, mais votre enquête, ça vous désespère ou vous dites non, il faut se battre? Quand vous voyez, parce que je pensais à autre chose aussi, où la question, c'est, par exemple, vous disiez l'université, il y a de très bons textes, etc., qui sortent bien sûr, mais l'écriture inclusive considérée comme recommandée, c'est bien ça? Alors j'en parle pas justement parce que je n'ai pas trouvé de lien entre l'écriture inclusive et l'islamisme. Mais c'est évidemment un signe pour moi d'exclusion de ceux qui n'y adhèrent pas. En gros, oui, c'est si on n'adhère pas à l'écriture inclusive, tout de suite on se retrouve un petit peu stigmatisé. Et ceux qui l'emploient, on sait un peu quelle est l'idéologie qu'il y a derrière. Donc mais parfois on l'emploie aussi à l'insu de son plein gré parce qu'on pense bien faire. Oui, mais ça, c'est, je sais. Et eux. On a du monde au standard, André, puisque Xavier nous appelle de Limoges au 0826 300 300. Bonjour Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour, merci de prendre mon appel. Je voudrais apporter simplement mon témoignage pour dire qu'effectivement le wokisme a bien envahi l'ensemble de notre société. Je travaille dans l'édition et j'ai l'habitude d'avoir des publications, notamment féminisme engagé, féminisme beaucoup plus virulent et qui défendent la cause des femmes et qui le défendent très bien et il en faut. Mais on voit aussi tout ce qui va être la théorie du genre, l'écriture inclusive qui arrive dans les écritures, dans les éditions. Et pour ma part, qui suis aussi pour le coup homosexuel, je n'appartiens pas à la communauté gay, mais je sens qu'aujourd'hui, je suis blanc, homosexuel, j'ai une bonne situation, j'ai 40 ans, et ben en fait je fais partie de cette minorité que j'appelle minorité tyrannique. C'est-à-dire que moi je me sens aujourd'hui avoir tout le pouvoir. S'il m'arrive quelque chose, je peux mettre l'étiquette homosexuel en avant et je serai défendu. Et je trouve que ça, c'est simplement dégueulasse. Parce que je me considère avant tout comme un citoyen, comme un Français, et je ne veux pas que les communautés, les minorités, les communautés qui existent dans ce pays prennent le pas. Il y a une constitution. Dans cette constitution, il est écrit qu'on ne reconnaît pas les communautés, mais qu'on reconnaît un peuple. Et c'est ça que j'aimerais aujourd'hui, en plus avec les événements internationaux qui se déroulent, que les Français prennent conscience de cela. Et moi, je voudrais vous dire que vous venez de dire quelque chose de très important, vraiment, parce que vous ne mettez pas vos étiquettes en avant. Voilà, vous dites, oui, ok, je suis homosexuel, je suis blanc, etc. Mais c'est pas ça qui vous engage, c'est votre humanité qui vous engage. Je crois qu'on devrait peut-être le rappeler, non, Karine Nazopardi? Mon humanité ça, et le fait d'être français. Et le fait d'être français, absolument. Allez-y. Non, oui, ce que vous dites, en somme, si je vous résume, c'est que ce n'est pas le particularisme qui nous désigne, qui nous rassemble, c'est l'universalisme. Or, à l'heure actuelle, le fait d'avoir qualifié l'universalisme de blanc, de hétéronormé, comme Judith Butler, etc., fait qu'on met en avant tout ce qui nous sépare et on ne met plus en avant ce qui nous rassemble. Et c'est ça le problème, c'est ça qui est vraiment préoccupant. Là, c'est sûr, qui est plus que préoccupant. Je ne sais pas si, je ne sais pas si on aura le temps de prendre quelqu'un. Je ne crois pas. En tout cas, merci de vos appels. Merci à vous. Et Karine Nazopardi, c'est vrai que votre livre, en tout cas,
il faut le lire parce que vous mettez encore une fois les choses ensemble, vous les mettez en perspective et vous montrez qu'il y a des liens, et ces liens-là, malheureusement, on n'en parle pas du tout, très 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 peu, et je pense que c'est important de le faire. Donc, unissons-nous, oui, mais dans la clarté, hein, c'est bien ça. J'ai essayé d'être logique, en tout cas, d'être logique, d'être clair, et de vulgariser des penseurs, des philosophes, des intellectuels que le grand public ne lira peut-être pas forcément, mais que je relis entre eux avec une écriture que j'espère claire et logique. Voilà, c'était le livre de Karine Descartes, Quand la peur gouverne tout, aux éditions de la rationalité. Merci. Merci beaucoup, Karina Zopardi, d'avoir été avec nous. On rappelle donc ce livre, Quand la peur gouverne tout, c'est publié chez Plon. Demain, vous avez rendez-vous à partir de midi avec Alexis Poulain, qui recevra l'ambassadrice de la Palestine en France. André Berkoff, vous revenez demain pour la culture avec Céline Alonso à partir de 13h, et vous recevez Gérard Lanvin. Gérard Lanvin, absolument, émission à suivre un album sur Sud Radio. Très 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 remarquable. Et tout de suite.